Et si tout pouvait s'arrêter, du jour au lendemain, pas dans des mois, pas après de longues négociations, mais en 24 heures. C'est la promesse fracassante de Donald Trump, mettre fin à la guerre en Ukraine presque instantanément. Une déclaration qui intrigue, qui divise et surtout qui interroge. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le conflit s'enlise, les lignes de front bougent à peine, les pertes humaines continuent de grimper. Et malgré les sanctions, les aides militaires, les sommets diplomatiques, aucune issue claire ne se profile. Alors forcément, quand un candidat à la présidence américaine affirme pouvoir régler la situation en un temps record, ça capte l'attention. Mais derrière cette promesse, une question essentielle se pose. Est-ce vraiment possible ? Ou est-ce simplement un argument politique redoutablement efficace ? Car pour comprendre ce qui est en jeu, il faut dépasser le slogan. Il faut regarder ce que propose réellement Trump. Et surtout, ce que cela implique. Selon lui, tout repose sur sa capacité à négocier directement avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Un face-à-face, une discussion et un accord. Sur le papier, l'idée semble simple, presque trop simple. Parce qu'en réalité, cette guerre ne se résume pas à un désaccord entre deux dirigeants. Elle touche à des enjeux profonds, territoriaux, stratégiques et même idéologiques. Et c'est là que la promesse devient fascinante, parce qu'elle repose sur une vision du monde très particulière, une vision où les conflits peuvent être résolus comme des négociations commerciales, où l'autorité d'un leader suffirait à débloquer une situation figée depuis des années. Mais est-ce vraiment ainsi que fonctionne la géopolitique moderne ? Ou est-ce une illusion, soigneusement construite pour séduire une opinion publique fatiguée par un conflit long et coûteux? Dans cette vidéo, on va décortiquer cette promesse, comprendre ce qu'elle cache réellement, et surtout répondre à une question clé. Donald Trump peut-il vraiment annoncer la fin de la guerre, ou sommes-nous face à l'un des paris politiques les plus risqués de ces dernières années ? Pour comprendre pourquoi cette promesse fait autant réagir, il faut d'abord revenir à la manière dont Donald Trump construit son discours. Depuis le début de ses prises de parole sur la guerre en Ukraine, Trump adopte une posture très claire, celle de l'homme capable de résoudre un problème que les autres n'arrivent pas à régler. Son argument est simple, presque brutal. S'il était au pouvoir, ce conflit n'aurait jamais commencé. Et surtout, il affirme qu'il pourrait y mettre fin rapidement, très rapidement. Parfois, il évoque 24 heures, parfois quelques jours. Mais dans tous les cas, le message reste le même, il serait capable d'imposer une solution là où les autres échouent. Ce positionnement repose sur une idée centrale, la diplomatie directe. Trump ne parle pas de longues négociations multilatérales, ni de processus complexes impliquant des dizaines de pays. Il parle d'un échange direct avec les deux figures clés du conflit, Vladimir Poutine côté russe et Volodymyr Zelensky côté ukrainien. Dans sa vision, tout se joue dans la relation personnelle, dans la capacité à parler d'homme à homme, et surtout dans le rapport de force. Pour Trump, une négociation efficace ne repose pas uniquement sur des compromis, elle repose sur la pression, sur la capacité à imposer un cadre, sur la crédibilité d'un leader à faire pencher la balance. C'est une approche qui rappelle ses méthodes dans le monde des affaires. Des négociations rapides, des décisions tranchées, et une volonté de conclure des accords, même imparfaits, plutôt que de laisser une situation s'enliser. Mais transposer cette logique au contexte d'une guerre change complètement l'équation. Car ici, on ne parle plus de contrats ou de deals commerciaux. On parle de territoire, de souveraineté, d'identité nationale. Et ces éléments sont infiniment plus difficiles à négocier. Prenons un instant pour comprendre ce que cela signifie concrètement. Du côté ukrainien, l'enjeu principal est clair, préserver son intégrité territoriale. Depuis le début du conflit, l'Ukraine affirme ne pas vouloir céder de territoire à la Russie. Pour Kiev, accepter une telle concession serait perçu comme une capitulation, un précédent dangereux. Et surtout, un signal envoyé à d'autres puissances que la force peut permettre de redessiner les frontières. De l'autre côté, la Russie a ses propres objectifs et ses propres lignes rouges. Pour Moscou, les territoires conquis représentent à la fois un enjeu stratégique et politique. Ils sont intégrés dans un narratif plus large qui dépasse le simple cadre militaire. Dans ce contexte, imaginer un accord rapide revient à penser que ces positions pourraient évoluer en quelques heures, sous l'effet d'une négociation directe. C'est là que le discours de Trump suscite autant de scepticisme. Car même si la volonté politique d'un dirigeant peut influencer un processus, elle ne peut pas effacer les réalités du terrain. Et sur le terrain, la guerre continue. Les armées avancent ou reculent par zone, les positions sont défendues au prix de lourdes pertes, et chaque kilomètre gagné ou perdu a une signification stratégique. Dans ce type de situation, les négociations ne se résument
pas à un échange de paroles. Elles se construisent sur des équilibres complexes, sur la perception des rapports de force, sur la crédibilité des engagements et sur la capacité de chaque parti à tenir ses positions dans la durée. C'est précisément ce qui rend la promesse de Trump à la fois fascinante et controversée. Fascinante parce qu'elle propose une solution simple à un problème extrêmement complexe. Controversée parce qu'elle semble ignorer ou simplifier des dynamiques profondes qui structurent le conflit. Mais il y a un autre élément essentiel à comprendre. Cette promesse n'est pas seulement une proposition de politique étrangère, c'est aussi un outil de communication, un message pensé pour résonner avec une partie de l'opinion publique. Aux États-Unis, une partie de la population est de plus en plus critique vis-à-vis de l'engagement américain à l'étranger. Certains estiment que les États-Unis investissent trop de ressources dans des conflits extérieurs. D'autres pensent que ces engagements ne servent pas directement les intérêts du pays. Dans ce contexte, promettre de mettre fin à la guerre devient un argument particulièrement puissant, parce qu'il répond à une fatigue, à un besoin de simplification, à l'envie de voir une issue rapide à une situation perçue comme interminable. Et c'est là que la stratégie de Trump prend toute son ampleur. Car en plus de proposer une solution, il se positionne comme l'homme capable de la mettre en œuvre, celui qui ne se contente pas de discours. Mais qui agit ? Cependant, derrière cette image se pose une question fondamentale. Jusqu'où peut-on simplifier une réalité aussi complexe, sans en déformer les enjeux? Et surtout, à quel moment une promesse politique devient-elle un pari risqué? C'est ce qu'on va explorer dans la suite. Maintenant, sortons du discours et revenons à la réalité. Parce que c'est bien là que tout se joue. Peu importe la force d'une promesse politique, elle se confronte toujours à un facteur incontournable, le terrain. Et dans le cas de la guerre en Ukraine, ce terrain est particulièrement complexe. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Cette guerre n'est pas figée, mais elle n'avance pas non plus de manière décisive. On parle souvent d'un conflit gelé, ou en tout cas d'une guerre d'usure. Les lignes de front évoluent, mais lentement, très lentement. Chaque mètre gagné peut coûter extrêmement cher, et chaque avancée est immédiatement contestée. Ce type de guerre est particulièrement difficile à résoudre rapidement, car aucun camp ne peut se permettre de céder facilement. Pour bien comprendre, il faut regarder les objectifs des deux protagonistes. Côté ukrainien, avec Volodymyr Zelensky, la position était claire: défendre l'intégrité territoriale du pays. Cela signifie une chose très concrète: refuser toute solution qui impliquerait de céder officiellement des territoires à la Russie. Pourquoi ? Parce qu'une telle concession ne serait pas seulement un compromis, elle serait perçue comme une victoire stratégique pour l'adversaire. Et surtout, elle pourrait créer un précédent. Si un pays peut perdre une partie de son territoire par la force, alors le système international basé sur le respect des frontières est remis en question. De l'autre côté, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, a des objectifs qui ne sont pas moins fermes. Depuis le début du conflit, Moscou cherche à sécuriser les territoires qu'elle considère comme stratégiques. Et dans sa logique, ces gains ne sont pas simplement militaires, ils sont aussi politiques, symboliques, et liés à une vision plus large de son influence dans la région. Résultat, deux positions qui semblent difficilement conciliables. Et c'est précisément là que le problème se pose. Parce que pour qu'une guerre se termine, il faut généralement un point d'équilibre. Un moment où chaque partie estime qu'elle a obtenu suffisamment, ou qu'elle ne peut pas aller plus loin sans risquer de tout perdre. Mais dans le cas présent, cet équilibre est extrêmement difficile à atteindre. Pourquoi ? Parce que les deux camps estiment qu'ils peuvent encore gagner, ou du moins qu'ils ne doivent pas céder. Et c'est là que la promesse de Donald Trump devient particulièrement ambitieuse. Car il ne s'agit pas seulement de négocier, il s'agit de convaincre deux acteurs majeurs de changer de position, rapidement, dans un contexte où la confiance est déjà fragile, et où chaque décision est scrutée, analysée et souvent interprétée comme un signal stratégique. Ajoutons à cela un autre élément clé, le rôle des alliés. L'Ukraine n'est pas seule, elle est soutenue par plusieurs pays, notamment au sein de l'OTAN, et ces alliés ont eux aussi leur mot à dire. Ils financent, ils fournissent des armes, ils participent aux décisions stratégiques. Autrement dit, même si un accord était envisagé, il ne dépendrait pas uniquement de deux acteurs, mais d'un ensemble beaucoup plus large. Et cela complique encore davantage la possibilité d'une solution rapide. Dans ce contexte, la promesse d'une résolution en 24 heures prend une autre dimension. Elle ne repose pas seulement sur une capacité à négocier. Elle implique une capacité à influencer plusieurs niveaux de décision en parallèle, à faire pression sur des acteurs multiples et à aligner des intérêts parfois divergents.
c'est là que la réalité du terrain entre en contradiction avec la promesse. Parce que dans la pratique, les négociations de paix sont longues, très longues. Elles passent par des phases d'avancée et de blocage, de concession et de tension. Et surtout, elles nécessitent du temps. Du temps pour construire la confiance, du temps pour tester les engagements, du temps pour s'assurer que chaque partie respecte ses promesses. Penser qu'un tel processus pourrait être compressé en une seule journée revient à ignorer ces dynamiques fondamentales. Mais ce n'est pas forcément une erreur de calcul, c'est peut-être une stratégie, car en politique, l'objectif n'est pas toujours de décrire la réalité avec précision. Parfois, il s'agit de proposer une vision, de créer un contraste, de montrer une alternative. Et dans ce cas précis, la promesse de Trump joue un rôle très clair. Elle crée une opposition entre deux mondes. D'un côté, une guerre longue, coûteuse et complexe. De l'autre, une solution rapide, simple, presque radicale. Et c'est précisément cette opposition qui capte l'attention, qui marque les esprits et qui alimente le débat. Mais une question reste en suspens. Jusqu'à quel point cette vision est-elle réaliste ? Et surtout, que se passerait-il si elle était mise en œuvre ? C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Si on met de côté un instant la géopolitique pure, il faut regarder quelque chose de tout aussi important, la mécanique politique derrière cette promesse. Parce que la déclaration de Donald Trump ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Et pour la comprendre, il faut analyser 3 niveaux, le message, le public et l'image. D'abord, le message, dire « je vais mettre fin à la guerre » n'est pas une simple phrase. C'est une promesse directe, claire, simple et surtout mémorable. Dans un environnement politique saturé d'informations, les messages les plus efficaces sont souvent les plus simples. Pas nécessairement les plus justes, mais les plus percutants. Et c'est exactement ce que propose Trump ici. Une solution en une phrase, presque une formule magique. Ensuite, le public. Aux États-Unis, une partie importante de la population est de plus en plus sceptique vis-à-vis des engagements internationaux. Pourquoi ? Parce que les guerres récentes ont laissé des traces, des coûts financiers énormes, des pertes humaines, et une impression persistante que ces interventions n'apportent pas toujours les résultats espérés. Dans ce contexte, la guerre en Ukraine devient un sujet sensible. Certains citoyens se demandent pourquoi les États-Unis sont-ils autant impliqués ? Pourquoi envoyer autant d'aide militaire et financière ? Et surtout, jusqu'où cela doit-il aller ? Trump s'adresse directement à cette inquiétude. Il ne promet pas seulement la paix, il promet d'arrêter l'engagement, de réduire les dépenses, de recentrer les priorités sur les intérêts américains. Autrement dit, il transforme un sujet international en enjeu domestique. Et ça, c'est extrêmement puissant politiquement. 3e niveau, l'image. Donald Trump a construit son identité politique autour d'un positionnement très clair, celui de l'homme qui fait les choses, contrairement aux politiciens traditionnels, souvent perçus comme lents ou trop prudents. Trump se présente comme quelqu'un d'audacieux, direct, et prêt à bousculer les règles. Dans ce cadre, affirmer qu'il peut résoudre une guerre rapidement ne surprend pas, c'est même cohérent avec son image. C'est une extension logique de son discours. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de cohérence, il s'agit aussi de stratégie d'impact, car une promesse comme celle-ci a plusieurs effets. D'abord, elle crée un contraste fort avec ses adversaires politiques. Pendant que certains parlent de soutien prolongé, de stratégies à long terme et de prudence diplomatique, Trump, lui, parle de solutions immédiates. Ce contraste le positionne comme une alternative radicale. Ensuite, elle génère de l'attention médiatique. Et dans une campagne politique, l'attention est une ressource clé. Plus un message est fort, plus il est relayé. Plus il est relayé, plus il s'impose dans le débat public. Et enfin, elle simplifie un problème complexe, ce qui est souvent perçu comme une qualité dans un contexte électoral. Mais il y a un point encore plus subtil. Cette promesse ne vise pas seulement à convaincre, elle vise aussi à provoquer. Car en affirmant qu'il peut mettre fin à la guerre rapidement, Trump met en quelque sorte ses adversaires au défi. Il leur dit « Regardez, vous n'y arrivez pas, moi, je peux ». Et cette posture change complètement la dynamique du débat. Elle oblige les autres à répondre, à justifier leur position, à entrer dans le cadre qu'il impose. Cependant, derrière cette stratégie se cache une réalité importante. Une promesse politique n'est pas une garantie, c'est un engagement qui sera jugé plus tard. Et dans ce cas précis, les enjeux sont particulièrement élevés, parce qu'il ne s'agit pas d'un sujet secondaire, mais d'un conflit international majeur, avec des conséquences humaines, économiques et géopolitiques considérables. Alors, pourquoi prendre un tel risque ?
Pourquoi formuler une promesse aussi ambitieuse? La réponse tient en une idée simple. En politique, il y a deux façons de gagner, soit en rassurant, soit en surprenant. Trump, lui, choisit clairement la deuxième option. Il ne cherche pas à dire ce qui est prudent, il cherche à dire ce qui marque, ce qui reste, ce qui fait réagir. Et c'est là que cette promesse devient fascinante, parce qu'elle n'est pas seulement une proposition, c'est une stratégie, un message et une prise de position, tout en un. Mais cette stratégie pose une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller dans la simplification d'un problème complexe? Et surtout, à quel moment une promesse cesse d'être une vision? Pour devenir un risque, dans la prochaine partie, on va voir ce qui pourrait réellement se passer si une telle approche était mise en œuvre. Et là, les scénarios deviennent encore plus intéressants. Et c'est là que cette promesse devient fascinante, parce qu'elle n'est pas seulement une proposition, c'est une stratégie, un message et une prise de position, tout en un. Mais cette stratégie pose une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller dans la simplification d'un problème complexe? Et surtout, à quel moment une promesse cesse d'être une vision? Pour devenir un risque, dans la prochaine partie, on va voir ce qui pourrait réellement se passer si une telle approche était mise en œuvre. Et là, les scénarios deviennent encore plus intéressants. Maintenant, imaginons un instant que cette promesse devienne réalité, que Donald Trump soit de nouveau en position de pouvoir et qu'il mette en œuvre sa stratégie pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. À quoi cela pourrait-il vraiment ressembler? Et surtout, quelles en seraient les conséquences? Premier scénario, une pression diplomatique forte. Dans cette hypothèse, Trump utiliserait son influence pour forcer les deux parties à entrer en négociation. Concrètement, cela pourrait signifier des discussions directes avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, mais avec une approche différente, plus directe, plus offensive. L'objectif ne serait pas seulement de discuter, mais d'aboutir à un accord rapide. Dans ce scénario, les États-Unis pourraient conditionner leur soutien. Par exemple, en ajustant l'aide militaire ou financière en fonction de l'évolution des négociations. Cela créerait une pression importante sur les deux camps. Mais cette pression comporte un risque majeur. Elle pourrait être perçue comme une forme de contrainte, et dans un conflit aussi sensible, toute contrainte peut être contre-productive. Deuxième scénario, une réduction de l'engagement américain. Trump a souvent critiqué le niveau d'implication des États-Unis dans les conflits étrangers. Dans cette logique, il pourrait décider de réduire significativement l'aide à l'Ukraine, voire de la réorienter. Cette décision aurait des conséquences immédiates. D'un côté, elle pourrait accélérer les discussions, car l'Ukraine pourrait se retrouver dans une position plus fragile, et donc plus encline à négocier. Mais de l'autre, elle pourrait aussi affaiblir la position ukrainienne sur le terrain, ce qui pourrait permettre à la Russie de consolider ses gains. Dans ce cas, on ne parlerait plus vraiment d'un accord, mais plutôt d'un rééquilibrage, potentiellement en faveur d'un des deux camps. Troisième scénario, un gel du conflit. C'est probablement l'un des scénarios les plus réalistes, et aussi l'un des plus souvent évoqués par les experts. Dans cette hypothèse, la guerre ne s'arrête pas totalement, elle est simplement suspendue. Les combats cessent ou diminuent fortement, mais sans véritable accord de paix durable. Les lignes de front deviennent des zones de tension stabilisées. Un peu comme un statu quo militaire. Ce type de situation a déjà été observé dans d'autres conflits à travers le monde, mais il ne résout pas les causes profondes de la guerre. Il les met simplement en pause, et cela signifie que le risque d'escalade reste présent. Quatrième scénario, une négociation longue et complexe. Contrairement à la promesse initiale, il est aussi possible que la fin de la guerre prenne beaucoup plus de temps que prévu. Même avec une forte implication politique, même avec une volonté de résultats rapides, les négociations pourraient s'enliser, reprendre, bloquer, puis reprendre à nouveau, parce que dans ce type de conflit, chaque mot compte, chaque concession est analysée, chaque proposition est décortiquée, et aucune des parties ne peut se permettre de paraître faible. Dans ce scénario, la promesse d'une résolution rapide se confronterait directement à la réalité, et l'écart entre les deux deviendrait un enjeu politique majeur. Mais il existe aussi un élément qu'on ne peut pas ignorer, les réactions internationales. Car la guerre en Ukraine ne concerne pas uniquement les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Elle implique aussi l'Europe, les alliances militaires et l'équilibre global des puissances. Si Trump changeait radicalement la position américaine, cela pourrait entraîner des réactions en chaîne. Certains alliés pourraient s'adapter, d'autres pourraient résister. Et l'ensemble du système international pourrait être redéfini. Alors, dans ce contexte, que signifie réellement mettre fin à la guerre ? Est-ce obtenir un accord de paix durable? Est-ce arrêter les combats, même temporairement? Ou est-ce simplement figer une situation sans la résoudre? La réponse dépend entièrement de la manière dont les négociations sont menées.
et des compromis qui sont acceptés. Et c'est là que la promesse initiale prend tout son sens, parce qu'elle ne parle pas seulement de paix, elle parle de vitesse, de contrôle et de capacité à influencer un conflit mondial. Mais comme on vient de le voir, chaque scénario implique des conséquences profondes, certaines positives, d'autres beaucoup plus incertaines. Au final, une chose apparaît clairement. Mettre fin à une guerre n'est jamais un acte simple. C'est un processus, complexe, long et souvent imprévisible. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Donald Trump peut-il annoncer la fin de la guerre ?» mais plutôt « À quel prix cette fin pourrait-elle être obtenue ?» Et dans un monde aussi instable, cette question est peut-être la plus importante de toutes. Au final, une chose est devenue claire au fil de cette analyse. La promesse de Donald Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine ne peut pas être réduite à un simple slogan. C'est une vision, une stratégie et surtout une prise de position forte sur la manière dont les conflits internationaux devraient être gérés. Mais entre la promesse et la réalité, il existe un écart immense. Un écart que ni la communication, ni la volonté politique, ni même le charisme d'un leader ne peuvent totalement combler. Parce que cette guerre ne se résume pas à un affrontement entre deux dirigeants, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Elle est le résultat d'un ensemble de facteurs historiques, géopolitiques et stratégiques qui dépassent largement le cadre d'une simple négociation.